Le Tour de France cette année, ça va être Brest, La Rochelle, Dax, Aix-en-Provence, Grenoble et Rennes. Et tout ça en camping-car. Et chaque jour sera différent de 8h30 à 18h. Le projet du Tour de France, c'est de voir les différences qu'on peut avoir partout en France sur la construction, sur les franchisés, tous les process et comment on a uniformisé ça chez De Rent Company. C'est important d'aller sur le terrain, de ne pas rester sur on fait des vidéos et on met ça sur les réseaux sociaux, on appuie sur un bouton et en fait ça voulait dire faire un boulot de 12 jours en 6 jours, ça voulait dire aller sur le terrain. C'est quand même 2780 km qu'on a fait, je crois que c'est à la hauteur de l'engagement que j'ai dans De Rent Company. Mathieu et moi on a un tempérament à faire les choses à maxima, promettre moins, délivrer plus, donner plutôt 150% que 90%. C'est aussi un défi, qu'il soit personnel ou professionnel, de faire en 6 jours 2800 km, de voir plus de 200 appartements, de voir 6 franchisés, de voir des dizaines de clients, des agents immobiliers. L'idée, c'est de parler aux investisseurs qui sont en train de faire confiance à De Rent Company, qui veulent connaître notre métier, savoir ce qu'on fait, pour que des potentiels franchisés puissent aussi découvrir notre activité finalement, et donc adhérer aux valeurs et à ce qu'on partage sur ces 6 jours de déplacement. Créer de la valeur là où personne ne regarde, c'est l'ADN de De Rent Company. Aujourd'hui, notre concept de rénovation s'exporte partout. Alors on a décidé de prendre la route pour aller voir ce qui se passe vraiment sur le terrain. 6 jours, plus de 3000 km en camping-car dans les villes de Brest, La Rochelle, Dax, Aix-en-Provence, Grenoble et Rennes. Installez-vous confortablement, le road trip commence maintenant. C'est parti pour la ville de Brest. On arrive à Brest à l'instant et aujourd'hui ça va être le sourcing, l'analyse et la recherche de biens qu'on va aborder dans cet épisode. Teddy, c'est notre premier franchisé, d'accord? Il a tout le feedback de 3 années en tant que franchisé. Brest, c'est encore une ville où il faut investir en fait, parce que le prix au mètre carré reste très abordable aujourd'hui, il ne peut faire que grimper. En fait, la franchise, c'est ça, c'est d'acheter un savoir-faire, d'acheter un secteur. Et nous, on vient t'aider en parallèle sur tes forces, mais surtout sur tes faiblesses. Donc là, il y a 4 appartements. Ouais. Tout à l'heure, vous disiez 330 000 €. Ouais. Clé en main, avec les meubles, frais de notaire, ok. Ouais. Bon, donc on a à la fois un rendement annuel, un budget accessible à tout le monde et de la plus-value latente. Donc je dirais que c'est un projet très rentable. Projet du coup de division d'une maison en 8 appartements. Là, vous avez fait la démolition, vous avez fait la préparation, vous avez remplacé toutes les fenêtres. Ok. C'est vrai, sur un chantier comme ça, c'est à peu près 1000 mètres carrés de plaques de plâtre. 1000 mètres carrés. Ouais. Ok, bon bah écoute, tu nous passes la main avec Stéphane. Le rez-de-chaussée, on l'a bien compris, il y avait un garage, c'est ça? À l'origine. À l'origine. Et puis ça servait de... Là, ici, on avait une grande dalle qui était au même niveau là, que la porte d'entrée. Ok. Donc, elle a été cassée pour... Pourquoi vous l'avez cassé ici et pas là? Parce que là, on était à ce niveau-là. Ok, c'était trop haut. On était trop haut, donc Ok. pour mettre tout au même niveau, on a cassé donc, toute cette partie Ok. qui servait d'entrée de la maison. On va refaire une dalle là. Ok. Et c'est une division en 8 logements qui vient de démarrer, enfin qui a démarré il y a 2 mois. On est à l'étape à peu près de passage des réseaux. Tout a été démoli à l'intérieur et là on vient de passer tous les réseaux d'eau usée à l'intérieur de la maison. Je vois qu'il y a les saignées ici. Les saignées donc, ont été faites pour mettre autant que ce soit les gaines calices pour Enedis, Oui. donc pour le réseau, et autant pour les faire évacuations d'eau. les évacuations d'eau Ok. qui se retrouvent ici, avec ici des parties où il y aura des WC avec des tuyaux de sang. Ouais, on voit ici ça. on est sur des derrières de cuisine, et ici derrière on va retrouver une autre évac. Ok. Et après on a des remontées Oui, pour tes étages. pour les étages On va aller supérieurs. voir. Ok. Ensuite, tu peux nous parler un petit peu de cette fenêtre-là. Ouais. Ici, donc vous avez remplacé la fenêtre. C'est évidemment. C'est une une porte de porte garage. de garage. Ici, tu me disais en rez-de-chaussée, les 3 appartements. Les On va voir des accès entrées individuelles. Ok. Ouais. Donc en rez-de-chaussée, quand vous changez une porte-fenêtre ou une porte de garage, on vient mettre un barillet dessus. Et donc finalement, ça fait Voilà. la porte d'entrée de Ça l'appartement. fait la porte d'entrée dans la mesure du possible. Là, on Bien sûr. a réussi à mettre la pièce de vie Oui. de ce côté-là, mais c'est arrivé sur le chantier qu'on était avant, Oui. où là, on ne pouvait pas le faire, donc on était plus sur une chambre, sur la porte garage. Ah oui, ok. Donc là, par contre, on cherchait Tu mets à une porte faire palière. on met une Ok. porte palière. Bon, Voilà. l'avantage- Là, c'était l'avantage. C'est double, c'est qu'il n'y a pas de porte palière, Ouais. donc il n'y a pas ça à gérer, un accès qui parfois crée des communs. Et puis on évite un coût, une porte palière c'est pas loin de 800 € C'est ça. fourni, C'est posé, ça. Ouais. c'est lourd, enfin c'est l'entretien. Là il y a une entrée individuelle, le gars il est chez lui, et il n'y a même pas de tantième de copro à payer en entretien ou de choses comme ça sur la partie commun. Et donc finalement, si on part vers là-bas, la particularité, vu que tout le monde rentre par l'extérieur avec des entrées individuelles, en fait la porte de résidence ici, je rentre,
on monte tout de suite à l'étage. C'est ça. D'accord. C'est ça. Et là, on aura le distributeur avec ses IK10 qui viennent, C'est ça. ici. Ouais. Donc pour alimenter Là, tout ça le vient, liquide, ça vient du sol pour la partie rez-de-chaussée et on va faire venir par le haut en IK10. en IK10 également. Ok, d'accord. Ouais. Bon, bah, Pour écoute, l'étage. montons. Ouais. Ok, donc là, premier étage, on est sur la dalle béton du dessous. Tu m'as parlé de ça tout à l'heure. C'est impressionnant les poutres là. Donc vous n'aviez pas prévu aussi lourd ou c'est à la découverte, à la démolition? On savait que de toute façon, Il y aurait quelque chose. il fallait qu'on mette parce que sinon on n'aurait pas pu faire une division. Ok, vous n'aurez pas pu la faire comme vous vouliez. Voilà, c'est ça. Ok. Parce que là, on se retrouvait avec 2 poutres en béton, mais le fait de mettre du bois, en fin de compte, on déporte les charges. Ouais, Et et on donc, va ça toujours t'ouvre l'espace, quoi. maintenir les charges sur les poteaux du bas. Ok, donc vous allez remettre des poteaux finalement. On va aussi, alors, donc là, il y a des arrimages qui sont faits sur les murs ici, Oui. avec des poteaux qui seront cachés D'accord, dans les doublages. Ok, dans les doublages, ouais. Et ici, on va mettre des poteaux supplémentaires, Ok, mais qui seront aussi dans... Alors là, par exemple, on a créé une cloison en plus qui va enfermer, qui va faire une fermeture de la cuisine, d'accord. et on va mettre le poteau sera Caché dedans. dedans, quoi. Ouais, Ok, c'est ça. ça se verra pas. Ça se Et verra surtout, ça vous a ouvert l'espace et, Et ça va vous avoir la possibilité de faire. Voilà, bah, 2 T2, un T2 de chaque côté Oui, et un T1. ouais, donc là, il fallait Voilà. maximiser C'est ça. l'espace entre guillemets C'est ça. pour ça. Ouais. Ça, c'est super intéressant ce que nous montre Stéphane. C'est vrai que parfois, on se rend pas compte, mais il est intéressant de venir ouvrir des murs porteurs. C'est vrai que c'est des travaux assez lourds, travaux de maçonnerie. Là, vous voyez, la grande poutre en bois, elle a coûté, je crois, 2000 ou 2500 € pièce. Mais c'est aussi ça qui va vous permettre d'optimiser l'espace. Et parfois, il y a vraiment un mur qui est hyper contraignant, qui fait que vous avez vraiment un appartement défiguré et un appartement trop grand, par exemple. Faites fi de ça. Effectivement, des fois, c'est 3, 4, 5 000 € d'investissement, mais c'est un bon investissement si vous rendez 2 appartements hyper agréables plutôt que d'avoir un appartement qui est vraiment pas optimisé par rapport à l'autre. Donc, ce qu'ils ont fait, à mon sens, c'était le meilleur des choix. Et là, on voit tous les remontées. Ouais, mais c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'en fait, là, c'est l'étape numéro 2, c'est de la préparation. Il y a tout un jeu d'acheminement et C'est surtout ça. d'évacuation C'est d'eau que vous avez redessiné et qui va être caché dans des murs, dans des cloisons. Tout ça, de toute façon, ne sera plus apparent, Oui, systématiquement. là, vous avez dessiné en quelque sorte vos implantations. Oui. Je disais qu'au-dessus, on allait voir des rails. Oui, ils bah sont là, en train de- c'était plus facile parce que c'est du plancher, donc Ok. lisser, et là, bon, pour dire première implantation, avec juste, comment dire, une bombe, ça suffit. Ok. Tu peux nous parler des isolants? Je vois qu'il y en a là, il y a une porte. C'est intéressant. On voit toujours ces ballots là. Isolation ce sont- pour les murs ici. Isolation pour les murs. On est sur une maison qui n'est pas mitoyenne. Ok. Donc tous les périphériques, Périsoles. que ce soit tous les niveaux, Ok. seront à 140. D'accord. Après, tous les cloisons intérieures de chaque appart vont être 45. en 45. Ok. Isolation 45. Et autrement, ici, on retrouve ici, il y a 2 traits par exemple, on va être cloison sur SAD. des SAD. Ok. Donc les SAD, on va se retrouver avec 2 rails Oui. et double pot de chaque côté. Ok. Avec la particularité de ces cloisons là de remonter jusqu'au plafond, jusqu'au plancher même. C'est ça, entre guillemets, c'est ça. Oui. Pour en fait les cloisons SAD, c'est des cloisons coupe-feu. Donc Oui. elles sont plus épaisses, C'est elles ça. sont doublées. En fait, s'il y a un incendie ou un départ de feu dans un C'est appartement, retardant. c'est retardant par au moins rapport, 30 minutes. C'est ça. Ouais. C'est une porte palière ou porte classique? Ça, c'est une porte palière. Oui. Oui. Au poids, tu le vois tout de suite. C'est une porte palière, les portes classiques sont restées Ok. en bas. Ouais. Donc porte palière, ce qui est intéressant, comme pour tes cloisons SAD, elles doivent respecter une certaine norme Non, de coupe-feu, de phonique également. C'est des vraies grosses portes. Aujourd'hui, ça doit peser 60 kg, ça, je pense. Ouais, je pourrais pas donner, Enfin, mais c'est lourd. Tout seul, ouais, tout seul. Tout tu- seul, on la porte pas. C'est le principal, c'est avoir quelque chose de costaud et qui tient. Au-dessus, on est entre 2 planchers ici. Il y a le rez-de-chaussée en bas. Oui. Et puis on a les combles à l'étage. Ici, vous allez mettre quoi comme type d'isolant entre planchers? Alors ici, on va être en 200. Croisé ou une seule couche? Une seule couche. Ok, Ouais, mettez on une va être seule en couche. 200. En dessous, ça va être la même chose. Et Oui. puis, par contre, bah, dans les comptes qu'on va voir tout à l'heure, Ouais. ça va être en 300. En 300. Au niveau, Ok. C'est 34% de déperdition la toiture, donc forcément, il faut vraiment bien s'isoler. Même en Bretagne, ça peut paraître fou. Alors, du froid, c'est sûr, mais aussi de la chaleur. Et ben de la chaleur. Là, il fait une On en canicule parle. folle, Ça, mais, ouais. mais c'est intéressant. Ok, d'accord. Je vois que vous avez conservé les fenêtres ici. Quand vous pouvez, vous les conservez. Oui. Vous allez les nettoyer, changer les grilles, C'est ça. On- les repimper un peu, on va dire. Voilà, c'est ça. On Les, change euh, les parties qui sont ouais, comme Mhm. la grille de ventile. Tout ça, ça va être Bien sûr. changé. On a eu un projet où une offre acceptée d'un client faisait 8 appartements dans la maison, sauf que les 8 ne passaient pas. Donc pourtant le client avait l'offre acceptée, donc on a réussi à lui diminuer en appartements, donc on en a mis 7 avec des appartements plus grands. Donc ça a diminué le coût travaux.
Et la rentabilité, elle, par contre, elle est restée identique à l'ancien projet du coup. Vous n'avez pas eu de mauvaise surprise? On dit souvent en Bretagne, il y a de la mérule, il y a des champignons. Ouais, ici, on est sur une maison qui est très saine. On peut avoir de l'humidité ambiante dans l'air, mais ici, la maison est restée tout le temps sèche. C'est vrai qu'il y a toujours... Je pense que maison des années 70, t'as quand même moins de galères, entre guillemets. Parce qu'en fait, t'as quoi? T'as des planchers bois, mais dans nos maisons, dans les centres-villes... Ça restait ventilé, Ouais. mine de rien, donc... Et puis tu sais, t'as les linteaux dans les vieilles maisons, dans les villes, c'était en bois. Enfin, il y avait plus de bois dans la méthode constructive oui, il y a 100 ans ou 200 ans après, que là, en fait, avec du béton. Sur Brest, il y a des vieux immeubles qui sont mérulés parce que l'entretien et est puis pas fait, l'entretien, c'est pas et ventilé. souvent ça peut venir d'une gouttière extérieure. Oui, bah, de toute façon, c'est gouttière ou une petite évacuation C'est ça. qui se fait mal. Tu nous montres le dernier étage? Ouais. Ok, on dit qu'il fait pas chaud en Bretagne. Là, oui, on est à peu près dans un four. Il fait 50 degrés au moins. Bon, il n'y a pas d'isolation. Vous êtes dans la phase de préparation. Il y a des rails. Je vois des Velux et surtout, je vois des bois de charpente qui sont récents. Oui. Donc, vous avez créé ces Velux-là, j'imagine? C'est ça, ouais. Ok. C'est ça, pour donner de la clarté. Oui. Donc initialement, il y avait 3 petits lucarnes. Ok. Donc, Donc là, comme on est sur 2 T2, ok. on a laissé fait donc, cette l'ouverture. ouverture-là pour la partie chambre et puis cette ouverture-là qui va rester pour la partie pièce de vie. Pièce de vie. Ouais. Ok. Faut se rendre compte, hein, ça commence là-bas. Ça va se reprendre en partie haute, la création d'une chevêtre comme ça. C'est un peu de boulot, d'accord? Les gens s'en rendent pas forcément compte. On est sur un 114-118, c'est ça? C'est ça. Donc marque Velux, hein, évidemment. Oui, Bon, attention, honnêtement, ne on- mettez pas autre chose. Enfin, Non. c'est suivi. Dans 30 ans, vous retrouvez les les mêmes. accessoires, Oui. si on met des rideaux spéciaux, Voilà. tout ça, c'est... Les rideaux, vous les mettez à la fin, Oui, ils sont commandés, les occultants. mais moi je les ai ramenés à notre Ok. dépôt. Et là, on est sur un bois finition blanc. Oui. On voit ici, vous avez rebouché des triangles là qu'il y avait. Alors oui, il y avait 3 triangles en fin de compte qui étaient sur la partie cloutérue, D'accord. mais qu'on a n'apportaient supprimé, rien, quoi. qui n'apportaient rien plus de l'infiltration d'eau Ouais. à terme. Et puis format Donc, spécial, voilà, ça aurait c'est coûté aucun beaucoup trop intérêt. cher. Aucun intérêt. Donc, et là, on a mis des suspentes pour pouvoir mettre des fourrures Voilà. qui vont pouvoir recevoir le placo Ok. et la laine. Ça peut être un bon indicateur. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. Les gens se rendent pas compte qu'avec l'isolation, on perd quand même beaucoup de place dans les combles. Généralement, là, c'était un bois qui fait 20 cm par 8. C'est ça. Et l'isolation ne doit pas toucher le bois, donc on va prendre 2-3 cm. Et donc finalement, on va arriver quasiment ici, placo fini. Donc si vous regardez, vous perdez de la place. Hein, l'isolation, on perd de la place, déjà sur les murs périphériques, mais aussi en toiture évidemment. Et en Bretagne, on aménage beaucoup les combles. Ça, c'est hyper important. On pourrait croire que dans ce projet, finalement, il n'y a rien de fait. Il y a la démolition de fait, il y a quelques tuyaux, il y a 2 Velux de posés, il y a quelques préparations de placos qui sont faits. Ce temps préparatoire est hyper important. À la démolition, il y a parfois de la surprise. Ensuite, on revérifie la planéité des sols. Ils ont fait les ouvertures dans les murs porteurs, les Velux, le traitement de la toiture. En fait, on est en train de travailler un peu ce qu'on appelle le hors d'eau, hors d'air, les menuiseries, etc. Ça, c'est ce travail de préparation. Et on s'en rend pas compte, mais après, ça va dérouler le placo, l'électricité, la plomberie. Et une fois que le placo est mis, quasi ça bouge plus. Donc ce temps préparatoire, attention de ne pas le sous-estimer. Bien souvent, les gens font mal leur préparation. Et donc, si vous avez une fuite dans le toit et que vous faites votre placo, ça va détruire le travail qui va être fait après. Temps de préparation bien fait, bon chantier à la fin, souvent. Une dernière chose, et après on pourra sortir du four, c'est donc toujours pareil, ces évacuations d'eau. Pourquoi ça continue plus haut? Parce que là, vous n'aménagez pas les combles. Parce qu'on a une obligation, en fin de compte, de faire ventiler tous les chutes, Ouais. qu'ils puissent avoir, surtout si on tire une chasse d'eau. S'il n'y a pas Un appel d'air. ou un vide qui va se créer, ça ne descendra. Ça, souvent, quand c'est mal fait, on l'entend, ça siphonne. Ce qu'on appelle Oui. ça siphonne, Ouais. c'est ce petit bruit d'écoulement. C'est qu'il n'y a pas un appel d'air en partie haute. C'est souvent des choses oubliées parce qu'en fait, le plombier, il faut qu'il continue, il y a un peu de travail un peu plus haut. C'est facile quand vous avez tout cassé. Ouais. Quand tout n'est pas cassé, ça peut être plus compliqué. Les combles, vous en servez pour mettre des VMC. Chaque Oui. appartement Oui. a une ventilation. Oui. On va les mettre dans chaque appartement. Ok, Ouais. donc pour une Ouais, question ouais. d'entretien, Ouais, j'imagine. c'est ça. Ouais. Ok, Ouais. d'accord. Et la sortie à l'étage où
par les extérieurs avec des carottages. Voilà, c'est ça. Ok. Donc là, ça va être fait par. Donc, il y a déjà un champignon qui a été posé ici. D'accord. Ok, qui est ouais, on prévu- voit ici. Qui est prévu pour les 2 VMC qui sont ici. Oui, ça c'est Et facile. autrement, on va faire des carottages dans les murs Ok, d'accord. pour les autres VMC. Ventiler les apparts, c'est hyper important, la VMC. Souvent, on l'oublie quand on isole trop, et l'humidité reste à l'intérieur, et ça pourrit de l'intérieur, carrément, les appartements. C'est ça. Donc, ça. de toute façon, pas VMC, un DPE. qui Et est ventilation efficace. sur toutes les fenêtres. Là, Toutes les fenêtres sauf les pièces d'eau, donc Oui. salle de bain ou cuisine, Oui, où là, il y a parce des que bouches de il y a VMC des- qui vont être installées. Ok. Ouais. Très intéressant comme tour. Vous avez du boulot là encore. Là, c'est la... Ouais, mais bon. Les phases 3 terminées, les fenêtres sont remplacées, les Velux sont créés. Vous avez fait le gros, maintenant il suffit de plaquer, passer les lecs. De railler, Oui. passer tous les Les lecs, lecs, les arrivées passer d'eau. les arrivées d'eau, et puis mettre les pieds. Qu'est-ce que tu trouves la phase la plus compliquée selon toi qui pourrait parler aux investisseurs? C'est quoi? C'est le lancement? C'est plutôt la phase placo, on en parlait tout à l'heure? C'est plutôt la phase finition peut-être, selon toi? Alors, ce qui paraît, là, on n'a pas l'impression que ça a bougé beaucoup. C'est vide. Là, voilà, c'est assez vide. Par contre, c'est parlant dès qu'on commence à railler Oui. et mettre du placo. Ok. Là, on sent les clients qui sont contents. Oui. Ça avance. Oui. Ils nous envoient des. Mais il y a beaucoup de préparation quand même de mais fait voilà, jusqu'à c'est présent. ça. Mais on se rend pas compte jusqu'à ici, mais il y a beaucoup de préparation. Il y a beaucoup de préparation dans le cahier des charges Ok. déjà. Oui. Mais il y a beaucoup de préparation pour pouvoir avoir Ok. comment dire, cette préparation. Une fois qu'on en est là, c'est quasiment facile selon toi? Enfin, en tout cas, ça va dérouler si toute la préparation a été faite Là, oui. correctement? Ouais. Ok. Là, Tu sais si ça va bien se passer ou là, pas? on doit plus avoir de surprises parce que les surprises, Oui, normalement, vous on les a avez tout avant. ouvert, On vous les a avez avant. tout fait. On les a Ok. avant sur les implantations parce que les évacuations sont une partie qui est pour moi la plus compliquée, D'accord. à savoir le cheminement. Ouais, où ça tombe précisément Ouais, c'est ça, et ouais. s'assurer que les plans que tu as dessinés correspondent bien à la Correspondent réalité à ça, après la et puis démolition. qu'on puisse éviter aussi le plus possible les Bien sûr. appartements et Optimiser au mieux. ouais, c'est ça. Ok, merci pour ce chantier. Je t'en prie. Bon, ça y est, on a fait le tour de ce projet. On part sur encore un autre lieu et on reviendra d'ici quelques mois, je vous promets, pour vous montrer le résultat. Ok Teddy, là on est au relais, c'est ça? C'est ça. Combien d'appartements? Il y en a 9. Ok, 9 appartements, on est dans un des plus petits appartements. Ouais. Là on le voit à 4, c'est fait pour une personne, c'est un studio. 14 mètres carrés, c'est un ancien garage? C'est un ancien garage. Ok, ouais, on le voit ici, toujours pareil, la porte, entrée Ouais. individuelle. Bon, l'avantage c'est qu'il doit garer sa voiture juste devant, ça c'est plutôt pas mal. Il y aura un canapé lit, puis là vous vous servez, on va le voir après, en fait vous êtes en train de livrer les meubles et donc vous concentrez dans certains appartements C'est les fournitures. Ok, là on est dans le deuxième appartement, un des, C'est ça, un deux- deuxième, ouais. un des 9 que tu nous montres. Donc là ici, petite pièce de vie. Petite pièce de vie et coin nuit du coup derrière. Ok, donc vous êtes sur un peu un T1 bis. Ça reste un studio. Ok, d'accord. Donc là tu auras plutôt le canapé, un canapé Un lit. canapé lit avec Ok. la télé juste en face. Ok, ouais, donc t'as vraiment la partie cuisine, la partie vie. C'est ça. Ok, là on est dans un ancien garage, hein, typiquement. Tout le sous-sol était un ancien garage et Ok. on a réussi à faire 4 appartements, 3 petits studios et un T2. D'accord, ok. Ok, il reste quelques petits caches, quelques finitions. Ouais. Tu vois, il y a un petit quelque chose ici à revoir. T'as une liste, comment vous faites? On a des listes de pré-livraison en fait. Ok, comme de par hasard, parce que c'est la magie de YouTube, c'est la liste de pré-livraison. C'est ça. Tu peux me la prêter du coup? T'as un aspect général à ce que je vois. C'est Donc il y a ça. une partie de rent compagnie et il y a une partie locataire. C'est ça. Ok, donc ça vous faites. Vous remplissez la liste au fur et à mesure. Ouais. Et en fait, à la fin, le locataire, lui aussi, peut revérifier. Je vois par exemple lancer un cycle de 30 minutes d'un lave-linge. Ouais. C'est vrai que des lave-linges où les vis sont restés derrière. sont restés là, ça va, c'est gentil. Mais où le tuyau n'est pas passé, toute la machine part en cycle sur un parquet comme ça peut faire des dégâts. Donc le locataire, on lui demande aussi si les balcons étaient débarrassés, ok. Vous avez la partie ameublement, lave-linge, Ouais. tu peux enlever. Bon, ça a dû en marquer plus d'un apparemment. La planéité des meubles. Voir que tes Ouais. meubles, là, on le voit, souvent ils sont rehaussés en Ouais. fonction de la planéité. Vérifier les canapés, que tout fonctionne bien, que c'est confortable. Contrôler la cohérence et l'harmonie. Ok. On passe du temps déjà à vérifier les chantiers et que tout est bien fait. Donc, Ouais, c'est ça. Pour arriver à ce résultat-là et avoir quelque chose qui fonctionne. Vous avez passé les consoles ou pas encore? pas encore, non. Ok. La Enedis vient de finir les raccordements et on a passé les mensuels une quinzaine de jours. On va en voir l'autre? Ouais. Allez, go. Une peur, un conseil qu'on peut donner à un investisseur, toujours négocier au dernier moment. Vous faites votre offre, vous avez déjà négocié 5-10%,
Qu'est-ce qui vous empêche au dernier coup, avant d'aller signer le compromis, de dire que vous avez vu que la toiture était plutôt en mauvais état, que vous avez vu que à côté se construisait un immeuble? Trouvez un prétexte et gagnez 2-3%. Sur 100 000 euros, ça fait 3 000 euros. Vous n'aurez jamais gagné autant de temps qu'en 10 secondes de demander. Dans le pire des cas, on vous dit non et vous l'aviez déjà. Dans le meilleur des cas, on vous dit bon pourquoi pas et vous glanez encore un petit peu d'économie. Ça peut représenter quelques milliers d'euros bien appréciables. Les vieux, on s'est juste arrêté ici, donc il va nous montrer les étages. Tu peux nous décrire un peu ce que c'est ça. Ça peut peut-être pas parler aux gens, mais c'est hyper important. Alors ça, c'est toutes les dérivations du coup individuelles. Pour chaque appartement, on a la colonne électrique du Il y bureau. avait un petit rangement ici, on le filmera. Et ici, en fait, c'est tous les départs en fait. Ok. Chaque linky de tous les appartements. Allez, on va voir la suite. Troisième des 9. Tu peux nous présenter la cuisine type? Là, on est sur un T2. On est sur un T2, ouais. Ok. Là, le client a choisi lui une colonne en plus du coup. Ok. En option alors. En option, ouais. Ok. Ouais. Avec du coup le four ici. Et on va avoir un réfrigérateur encastré Ok. en dessous. On a le sous-évier, un meuble de rangement ici. Ok. Et ici on a le casserolier en fait avec la plaque de cuisson et la hotte juste au-dessus. Ok. On a l'emplacement du micro-ondes ici. Micro-ondes encastré ou juste le micro-ondes Non. posé dedans? Posé dedans. Donc là, c'est vraiment la cuisine type qu'on fait finalement. 3 meubles bas, 3 meubles haut. Ouais. Ça fait 1,80 m de long puisque c'est des meubles de 60. Il y a bien la petite évacuation pour ces blocs à charbon, hein, c'est ça. Donc ça s'évacue naturellement à l'extérieur. Et donc une petite crédence avec 2 prises quand même C'est ça. pour grille-pain, bouilloire ou des choses comme ça. Ok, vous voyez, la cuisine que vous avez vue, c'est une cuisine type T2. Nous, on a plusieurs types de cuisine. Dans un studio, elles vont faire 180, 2 éléments bas et puis au milieu, le frigo, plan de travail, crédence et les 3 meubles hauts comme vous l'avez vu ici. Dans un T2, on va avoir la possibilité d'avoir un frigo, ce qu'on appelle en pause libre, donc un grand frigo dans lequel il y aura un espace congélation. Dans un T3, on va encore rajouter un élément bas, un élément haut et en plus un frigo encastré. Le frigo encastré, il faut que vous sachiez que ça coûte en moyenne, rien qu'à l'achat et en main d'œuvre, à peu près 800 €. Donc attention, il y a un choix à faire. D'autant plus que si vous avez un service après-vente dessus, vous allez le remplacer par un frigo encastré qui va vous coûter en moyenne 200 € de plus qu'un frigo pause libre. Donc il y a vraiment des choix parfois à faire. Et ensuite, vous le voyez là à l'écran, il y a la possibilité de mettre des barres, de créer des îlots. Et ça vraiment, ça plaît énormément aux locataires. Quand il y a de la place, avoir un petit bar pour déjeuner, avoir un petit îlot dans un T3 pour pouvoir dîner, eh bien ça fait gagner de la place. Souvent, on n'a plus de salle à manger et c'est vraiment, on rapporte la salle à manger dans la cuisine. Donc ça, c'est important. La cuisine, il faut bien la penser, il ne faut pas qu'elle soit trop grande et surtout, il faut qu'elle donne un effet « waouh, je rentre dedans, j'ai envie de vivre ici ». Ok, le salon dans lequel on était là, ça fait combien de mètres carrés? De 15 et 17 mètres carrés. Ok. Et là, donc une chambre de 9 mètres carrés. Donc ici, tu vas avoir le lit. Un lit 140 de série, c'est ça? Ouais. Là, en fait, on est sur une chambre somme toute très classique. Classique, ouais. Ok, on est quoi, sur un 3 par 3 à peu près? À peu Quasiment. près, ouais. Le petit rangement, la fenêtre pour le coup elle est quand même grande. Et ensuite une prise dans chaque coin, j'imagine. Le point, le Ok. bureau, lui, qui va être ici, du coup. Ok, d'où le fait que tu aies mis 2 prises. Tu as quand même une prise à côté du dressing Ouais. ici et quand même un retour pour éteindre. Vous avez tout réisolé là, vous avez 14 cm dans le 14 mur. cm dans tous les murs. Ouais, ok. Tu nous montres une salle de bain? Ouais. Et écoutez, voilà, moi je fais 1m70, enfin 1m80 dans ma tête. Et franchement, je pense que je peux me brosser les doigts. C'est optimisé pour le coup ici. C'est aussi ça les micro-logements finalement sur Brest, qu'on est obligé de pousser un peu. Donc là, du coup, on est dans une salle de bain. Donc là, la particularité, c'est qu'on est sous des combles. Donc ça a été très dur à aménager. Donc on retrouve le meuble vasque ici et de l'autre côté, du coup, on a le receveur de douche 80 par 80 avec la pente de toit qui passe juste. Alors notre plus gros problème aujourd'hui, ça va être la relation humaine en fait avec les sous-traitants ou même pour trouver des bons salariés. On a souvent des problèmes avec un artisan qui finit pas un chantier, qui veut être payé plus au milieu du chantier alors que c'est pas convenu. Qui part sans donner de nouvelles, qui vient que quand il a envie et malgré qu'on lui impose, nous, des délais et des pénalités. Oui, on a des artisans avec qui ça se passe très bien et on a aussi cadré les choses avec une notice artisan, donc on leur explique qu'est-ce qu'on veut, comment on les paye, à quel moment on les paye. On leur fait signer aussi le cahier des charges, donc tout ce qu'ils ont à faire pour pas qu'ils puissent nous demander des travaux supplémentaires. Et depuis qu'on fait ça, ça se passe un peu mieux. Mais on a toujours les problèmes de certains, on va dire. On se rend compte que voilà, si on ne donne pas quelque chose de correct, de parfait
à un artisan en face, pour nous, ça va nous coûter du temps. Aujourd'hui, on a un besoin d'avoir un cahier des charges qui soit nickel, quoi. Ok, ce qui est très important, là on est sur un immeuble de 9 appartements, eh bien il y a la coupure pompier. Donc ici, vous voyez, ils ont découpé la route, ça c'est les services techniques qui le font. Ensuite ici, c'est le franchisé Teddy qui a fait poser ça ou qui l'a posé lui-même. Et c'est une coupure pompier, seuls les pompiers vont l'ouvrir et vont pouvoir sectionner l'alimentation en électricité de l'entièreté de l'immeuble. C'est pour couper l'électricité en cas d'intervention. Là on est dans la pampa un peu. Ouais. Tu m'as parlé un peu du projet tout à l'heure, on va reparler un peu des points forts, mais à l'extérieur. Ici il y a un talus et tu peux me dire ce qui t'est un peu arrivé avec ce talus et ce projet en général. Alors c'est un talus qui appartient à la commune. Nous, dans la déclaration de travaux, on a eu le droit de le démolir pour pouvoir faire nos places de parking. En fait, on a une voisine qui n'est pas contente, donc qui nous pose régulièrement un panneau. Ouais, c'est assez drôle. Elle a mis des panneaux d'affichage. Ici, feu, il y avait un talus et ce talus va être détruit pour voilà. des places de parking. Voilà. Ouais. Donc, Ah, le talus, les voisins, souvent, honnêtement, on ne s'en rend pas compte, mais vous déposez une DP, vous déposez un permis, posez le permis sur votre parcelle, allez voir les voisins. Alors, il y a plein d'expériences qui vous diront le contraire. Moi, par expérience, maintenant, je vais voir les voisins. Et la dernière fois que je suis allé voir un voisin, il m'a acheté le terrain. Donc, honnêtement, je suis hyper heureux d'avoir fait ça. Mais allez voir les voisins et rassurez-les sur votre projet. J'ai eu, par expérience, une visite d'un projet avec un investisseur. Le voisin nous voit dans le jardin, il vient taper à la porte et le gars s'oppose totalement à ce qu'il y a un immeuble parce qu'il y a déjà un immeuble dans la rue et que c'est très mal géré, qu'il a que des problèmes et donc on a été obligé de le rassurer. Imaginez si on ne fait pas ça, derrière vous déposez votre DP et fait un recours des tiers. C'est pas aussi facile que ça, mais là cette histoire de talus où elle met des banderoles, vous vous retrouvez avec tout le quartier contre vous, ça peut vraiment être un problème. Dès que vous arrivez, on vous saute dessus en tant que propriétaire, ça peut être compliqué. Allez voir les voisins, parlez-en, et puis à vos risques et périls, mais à mon sens, il faut vraiment faire attention à ça. Là, pour preuve, c'est 4 mois d'arrêt de projet. Vu notre métier, on est amené à travailler beaucoup avec l'urbanisme pour tout ce qui est déclaration préalable de travaux ou permis de construire. Quand on crée du logement, on doit les places de parking, donc il faut redessiner et déposer des demandes en mairie. La particularité à Brest, c'est qu'on arrive beaucoup à faire passer les dossiers, en fait, parce que le PLU est assez clair, il est très précis, donc quand on leur donne ce qu'ils demandent, on arrive à faire passer les dossiers, contrairement à certaines autres communes, que ce soit Quimper ou d'autres villes en Bretagne. Sauf dans certains secteurs de Quimper où là le PLU est très clair et pour la division on n'a pas besoin de place de stationnement. Complication, ça peut être la mairie de quartier qui ne veut pas du projet, donc qui s'y oppose, mais la mairie de quartier doit juste donner son avis en fait. Ce qui compte vraiment, c'est ce qui est écrit dans le PLU en fait. Donc ils ne peuvent pas y déroger logiquement. Ok les gars, on a fait plutôt le tour. Est-ce que vous pouvez nous dire les points forts de ce projet? Là on est au Rolec, donc c'est encore une autre ville, c'est entre Guiparay et Brest, j'ai l'impression. Ok, plutôt bourgeois, un petit peu. Bourgeois, prix au mètre carré, prix au mètre carré très élevé du coup. Ok. Pas d'offres en fait sur le marché locatif en petite surface. Bon, au-delà de la voisine, je crois que tu as eu un autre problème. Le problème de la voisine a engendré en fait Un autre problème. Donc, on avait vendu le projet à un précédent client qui n'a pas eu son financement, mais la DP était au nom de ce client-là. On a retrouvé un autre client et dans l'intervalle, le transfert de DP ne s'est pas fait tout de suite et du coup on a eu un arrêt de chantier avec la commune. Combien de temps? 4 mois. D'accord. Ouais. 4 mois où vous n'avez pas le droit de rentrer sur le chantier. On avait le droit de rentrer mais pas de continuer les travaux. Et c'est toi qu'ils ont eu au téléphone? Ouais, c'est moi qui les ai eu au téléphone. Ok, donc ils t'appellent, bonjour, on arrête tout. Bah c'est un recommandé, hein. Le client lui a recommandé et la mairie nous a appelé derrière. La mairie nous a arrêté le chantier en fait, mis en demeure d'arrêter le chantier. Ils ont même envoyé un courrier au procureur. Donc pour qu'on arrête complètement le chantier, on a arrêté le chantier pendant 4 mois. Nous on a été obligé de prendre un avocat de notre côté en fait pour faire valoir nos droits parce qu'une déclaration préalable de travaux normalement n'est pas nominative. Elle appartient sur un bien et non à un nom en fait. Donc on a pu, avec l'aide de l'avocat, on a pu reprendre le chantier au bout de 4 mois. Perdu du temps, perdu des artisans du coup, même pour nos sous-traitants en fait, arrêter le chantier en plein milieu, eux ils n'ont pas de travail derrière. Et là au final t'es en retard sur le projet ou pas là? Non, alors on est dans la période de tolérance. Ok, d'accord. Tu peux nous rappeler un peu les pénalités de retard? C'est une des forces de notre offre chez De Rennes. C'est ça, alors si on est en retard, on verse la moitié des loyers qu'on aurait dû percevoir. Donc là la voisine qui t'embête pour le talus, qui va voir la mairie, qui te fait bloquer le projet 4 mois, il y a combien de loyers ici? GTD, j'ai une anti-sèche, loyer annuel 63 300 €, par mois 5 275, si on divise ça par 2, 2637 €. Donc si elle te fait perdre 4 mois, ça fait 1
000 balles. T'as pas envie de les perdre, Decathlon. On en parle souvent, mais les pénalités de retard, quand j'ai fondé cette entreprise, pour moi, c'était à double sens. D'une, en tant que professionnel, pour éviter avec notre clientèle de venir un petit peu avoir des litiges de délai. Il y a des règles, il y a des tolérances, et si on est en retard, on paye ce retard. Ce qui permet de rester dans une relation saine. Ça me paraissait hyper important avec l'expérience que j'avais avant. Et surtout, en tant qu'investisseur, eh bien, quand on a investi dans un immeuble, que ça soit 6 mois, 12 mois, 18 mois ou 24 mois, il faut mieux faire un report de financement et il faut mieux avoir un délai long finalement que de croire quelqu'un qui va vous dire ça, la semaine prochaine, c'est fini. Et au final, c'est vous qui allez payer. Vous faites un financement sur 25 ans, 6 mois de plus ou de moins, ça ne change pas grand-chose fondamentalement, ou il fallait s'y mettre il y a 6 mois. En partant de ça, j'ai créé ce truc-là pour ne vraiment avoir aucun litige avec les clients. Et on le voit dans le temps, ça fonctionne bien. Il y a de l'anticipation avec la banque. Et donc, personne n'est dans une position critique financièrement parlant. Donc là, vous êtes en finition. C'est quoi le point fort de la maison? Pourquoi, selon toi, il fallait absolument le faire? Parce que c'est au Relec. L'emplacement C'est que... une maison qui a été achetée du coup 1000 € le mètre carré en fait. Ah oui, ok. Ouais, 1000 €, avec 209, 210 mètres carrés. On a un tout petit peu moins, 995,24 €. Et en travaux, hyper correct, travaux avec les meubles, 1561 €. Et chaque appartement va avoir une place de parking du coup? Oui, chaque obligatoire appartement. facile Ouais, pour c'est le PMU. obligatoire, donc chaque appartement va avoir Ok. une place de parking. Combien de temps vous avez passé de travaux ici? Là, on arrive sur la fin. Vous m'avez dit 15 juillet. On est sur Pour fixer un peu, 15 juillet, fin juillet, c'est... sur un an et demi du coup. Ah, quand même. Ouais, Ouais, il y a eu pas mal de... Mais avec 1 an et demi avec les 4 mois de perdus. 4 mois de perdu. Vous avez combien d'appartements en cours? En cours entre Brest et Quimper, on en a à peu près 60 appartements. Et à venir? Si tout se passe bien, ça représente 150 à peu près appartements. En plus des 60? En plus des 60. Ok. La moyenne que vous faites, c'est quoi? C'est plutôt des 6 à 9, j'ai l'impression? Vous êtes plutôt sur des... C'est ça, ouais. Ok, Ouais, ouais. donc plutôt des maisons de 200 mètres carrés à chaque fois. Ouais, à peu près. Vous tirez, il y a plusieurs propriétaires, soit avec des marchands, soit un propriétaire qui achète tout seul. Là, c'est une SCI d'associé. Hein. Ici, c'est une SCI. Ouais. Ouais. Gros panier moyen, j'imagine, en termes de travaux systématiquement. Là, il y a 327 000 € de travaux quand même. Là, on a des chantiers souvent entre 150 et 450 000 € de Ok. travaux. Moi, pour connaître De Rennes Compagnie et les chiffres, vous êtes quand même dans un panier haut, voire très haut, parce que vous faites beaucoup d'immeubles de rapport. Donc Brest, ça va vraiment être full location. Ouais. Fouesnant, des jolies petites villes comme ça. Tu vas mixer un peu. On va mixer un peu plus les lots en fait. On va Ok. mettre du T4, du T3, du T2. Donc destiné plutôt à résidence principale. Très peu de studios pour le coup. D'accord, ok. Ouais. Donc là où il n'y aura pas beaucoup de studios T2, on va plutôt privilégier T3, T4 C'est pour ça. résidence Ça secondaire. dépend résidence, le type de ville, Ok. le type de clientèle qui va acheter derrière. Bon, merci en tout cas de nous avoir reçus ici, mais ailleurs et encore avant ailleurs, et ce midi. Et puis maintenant, ce soir, on va regarder un peu tout ça, on va échanger. Ok. Et merci encore. Merci aussi. Merci aussi. On a quand même beaucoup d'avantages. On a tout ce qui est logiciel en interne. On a aussi des clients qui sont amenés par des apporteurs d'affaires qui travaillent avec De Rennes Compagnie. Et il y a aussi tout ce qui est réseau et esprit d'équipe avec d'autres franchisés ou avec la tête de réseau. Ok les amis, on est en petit comité, c'est la première rencontre IMO. Ce soir, on est à Brest. Écoutez, il fait super beau, c'est pas une légende. Moi, on m'a toujours dit qu'il faisait gris ici, mais non, il fait super beau. Le but de ça, c'est de créer des déclics, d'échanger avec des personnes qui ont déjà investi, qui veulent investir, qui veulent se lancer, qui sont en train de se lancer. Et donc, finalement, de créer de l'émulation comme ça et de partager des expériences. On est du coup à la Paillote à Brest. On fait une rencontre entre investisseurs. On a invité soit des clients, soit des futurs clients ou des gens qui ne nous connaissent pas via les réseaux sociaux. Et ça permet de tous se rencontrer et de faire connaissance et de parler sur des centres d'intérêt qui nous relient tous entre nous. Le but, c'est de prendre le premier contact avec des futurs clients et pour potentiellement leur envoyer des projets par la suite. On peut trouver réellement des clients sur ce genre d'apéro IMO et ça nous est déjà arrivé d'en trouver. Une question que peut se poser un futur franchisé, combien je vais gagner en devenant franchisé De Rennes Compagnie? Je vais vous répondre en totale transparence. La première année, si vous atteignez 600 000 € de chiffre d'affaires, vous allez vous payer 3 000 € net en travailleur non salarié. À côté de ça, vous aurez 600 € de loyer en travaillant en home office et vous aurez 600 € de frais kilométriques si vous roulez avec votre voiture. Autrement, vous vous offrirez une voiture en leasing. La deuxième année, vous gagneriez 4 000 et on passera de 600 à 1 000 € sur les deux indicateurs que je vous ai donnés après. Et enfin, la troisième année, un franchisé qui travaille bien, qui fait 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires, qui a une entreprise qui est développée, va voir sa rémunération monter à 5 000 € par mois et 1 200 € de loyer comme de frais kilométriques ou de voiture. À vous de vous faire plaisir.
Enchanté, Florent Tortelier, je travaille du coup dans l'industrie cosmétique où je suis commercial pour un sous-traitant. Alors mon rapport avec Dorian Company, c'est que j'ai une enseignante à moi qui a fait de l'investissement locatif et qui maintenant fait de l'accompagnement et qui m'a conseillé de travailler avec eux parce que simplicité, moins de gestion, moins de prise de tête, sans la prise de tête avec les artisans, gestion de chantier, etc. Je suis venu aussi pour voir les équipes de Rennes parce que j'ai mon chantier qui est actuellement en travaux et aussi pour montrer ce qui se fait à ma copine pour qu'on puisse chacun avoir nos projets individuels. Pour le moment, le plus dur, ça a été vraiment aller chercher le financement. Je fais l'échec, je reçois des vidéos, les travaux avancent, c'est vraiment très facile. Ça fait une charge mentale en moins. C'est assez facile, assez intuitif. On a une application, on remplit via le site tous les critères que l'on souhaite pour les appartements, le thème qu'on choisit, scandinave, etc., les cuisines, la couleur des salles de bain, des robinetteries, etc. Donc vraiment très simple et après les travaux commencent, on a les vidéos, tout le suivi des chantiers. Quand il y a des questions, on a un groupe WhatsApp, on peut interagir avec les personnes. Donc c'est vraiment un format qui est assez top. Ouais. Et ce qui m'a vraiment convaincu, c'est qu'en fait c'est des personnes qui le font déjà, qui ont investi par eux-mêmes et qui font des travaux pour des investisseurs. C'est ça qui m'a vraiment plu et convaincu. Donc c'est vraiment investissement en mode facile, j'aime le dire. Ça, c'est hyper intéressant. C'est pas moi qui le dis, c'est un investisseur qui dit dans l'espace client, il y a tout. Effectivement, dans l'espace client, chez Dorian Company, il y a tout. Pourquoi? Parce qu'on est investisseur. Donc, on a ce retour d'expérience et au bout de 6 ans, on a travaillé notre offre qui répond, à mon sens, à 100% de ce qu'a besoin d'investisseur. Avoir plusieurs choix parce qu'on veut personnaliser son bien, avoir son suivi, avoir ses factures, avoir tous les produits qui sont posés dans le bâtiment. C'est obligatoire d'avoir les fiches techniques de tout ce qui est posé. Personne ne le fait dans le bâtiment, ça prend un temps fou. Vous l'avez dans l'espace client. Le suivi d'avancement, le pourcentage d'avancement, les photos avant, après, pendant du projet. Donc effectivement, on s'est embêté à développer tout ça, mais c'est aussi pour répondre à votre besoin et dans un souci de transparence. J'ai un petit jeu pour vous. Okay. Alors du coup, on a fait des petites cartes et on faisait des petits débats sur le choix de son investissement, ou soit un petit débat aussi sur les erreurs des investisseurs. Du coup, je vous fais choisir une carte. Et l'idée, ça serait que vous développez un petit peu le sujet, si ça vous parle. Eh oui, ok. Faut-il être riche pour investir? Je pense qu'il ne faut pas forcément être riche pour investir, pour faire les bons placements. Et je pense qu'après, les banques, elles peuvent plus ou moins suivre aussi. Et je pense qu'avec tout ce qu'on entend après aussi de s'entourer des bonnes personnes. Mais je pense pas qu'il faut être riche pour investir. Tout le monde peut le faire, c'est possible. Ça soit un peu déteint. Négliger le financement par rapport à une erreur d'investissement, en effet, ça. Parce que le principal, c'est pas perdre de l'argent. Donc si au niveau du financement, tout n'est pas clair et qu'on n'a pas un prévisionnel sur plusieurs années, c'est sûr qu'on peut, je pense, aussi perdre un petit peu d'argent et ça diminuer la rentabilité, quoi. Donc je pense que c'est une part très importante pour savoir si le projet est intéressant ou pas, quoi. Perspective d'évolution, je pense qu'on est déjà dans un rythme qui est assez soutenu au niveau du travail. L'évolution, c'est plus maintenant, on est en train d'embaucher du personnel. On est en train de voir pour acheter un local, un bâtiment, pour pouvoir stocker aussi la marchandise, pour acheter du volume en marchandise, vu qu'on fournit tous les matériaux. Ça aussi, c'est la partie qui est intéressante, de négocier avec les fournisseurs des volumes. Et si on a plus de place, on pourra faire de plus gros volumes d'achat. Salut Mélanie, du coup, tu as pris le covoiter avec nous. Oui, j'avoue que votre horaire m'arrangeait bien. J'ai été un peu surprise de voir les circonstances, mais toujours sympa de rencontrer de nouvelles personnes, donc c'est cool. Je m'appelle Mélanie, j'ai 27 ans, je vis dans le Finistère depuis toujours. Je travaille depuis quelques années en collectivité. Et du coup, on t'a présenté un petit peu ce qu'on faisait, des travaux pour l'investissement locatif. Est-ce que l'investissement, ça te touche de près ou de loin? Tu y as déjà pensé ou t'es proche? Pas tellement, mais là, ça commence à venir doucement. Voilà, j'approche la trentaine, j'ai une vie de couple, etc. Donc j'y réfléchis un petit peu plus par sécurité. Bon, pas trop de moyens, donc voilà, ça prend son temps. Mais je sais que si j'investirai vraiment dans le coin, parce que je me vois pas vivre ailleurs que dans mon petit Finistère. Sur Brest, même dans le locatif, t'investirais sur Brest? Ouais, peut-être. Je pense que Brest, ça reste quand même une des villes les plus avantageuses. Brest ou Quimper, parce que c'est les villes qui bougent et où il y a quand même beaucoup de demandes, même si globalement le Finistère, tout court, ça c'est un bon endroit pour investir, parce que je pense que les gens cherchent. Et Brest, c'est peut-être la sécurité plus quoi, si on peut dire ça comme ça. Tu connais un peu le marché? T'as regardé un peu les prix du marché? Pas du tout, j'y vais vraiment feeling complet, c'est-à-dire que quand je regarde un truc et que je vois un truc qui me plaît, éventuellement je vais visiter, mais je suis un peu frileuse quand même, parce que j'y connais pas grand-chose et
et comment dire, et je suis pas pressée non plus. Du coup, j'y vais vraiment à tâtons. Ok. Et pour toi, du coup, investir, est-ce que c'est attribué par exemple à telle catégorie sociale professionnelle ou à tel revenu ou à tel âge par exemple? Est-ce que pour toi, il faut investir à partir de 30 ans ou d'un tel revenu? Je pense que l'investissement, c'est vraiment propre à chacun. Moi, j'ai une vision vraiment personnelle de l'investissement, mais je connais des gens beaucoup plus jeunes que moi qui ont investi. Enfin, je pense que c'est vraiment chacun a sa manière aussi de voir et ses moyens aussi de le faire, parce que je pense que si on est très bien accompagné, ça peut être plus facile, même plus jeune, d'investir. Là où il y a d'autres personnes qui ne sont pas forcément accompagnées là-dessus, qui ne savent pas. Je pense qu'il y a des gens que ça n'intéresse pas du tout et du coup, voilà, ils n'y vont pas. Mais non, je pense que c'est vraiment propre à chacun. Après, je pense qu'il y a des catégories socio-économiques où c'est quand même plus difficile d'investir. Est-ce que toi, tu penses que pour toi, c'est plus difficile? Tu travailles dans une collectivité? En fait, je pense qu'il y a deux façons de voir les choses. Je suis fonctionnaire, donc on peut avoir le côté sécurité de l'emploi qui peut être avantageux. Mais comme on n'a pas des salaires très élevés, je pense que ça peut aussi freiner des choses. Donc, pour moi, il y a vraiment deux côtés, un peu deux côtés d'une même pièce. En fonction des catégories, des postes qu'on a, ça peut être plus ou moins facile. Mais ouais, les salaires, ils suivent plus comme avant et du coup, je pense que ça devient plus compliqué même pour des fonctionnaires d'investir et d'être propriétaire éventuellement. C'est quoi pour toi la plus grosse difficulté pour investir si tu devais le faire? Clairement le manque de moyens, j'ai pas d'apport, je suis jeune, la jeunesse c'est pas forcément un désavantage parce que ça veut dire qu'on a moins de risques de tomber malade et on peut quand même payer normalement son investissement, mais par contre voilà, j'ai pas d'apport, je suis techniquement seule parce que voilà, la situation au niveau du couple est un peu différente, mais le fait d'être seule et de pas avoir de moyens, ça me paraît quand même, ça rend les choses plus compliquées. Les banques, elles sont tout de suite un peu plus frileuses. Enfin, voilà, ça me paraît plus complexe quand on est seul et sans trop de moyens financiers du coup personnels, quoi. Tout à l'heure, tu parlais d'être accompagné ou pas. Et justement, Ouais. est-ce que si tu avais à investir, tu le ferais seul ou accompagné vraiment de quelqu'un ou de professionnels? En vrai, j'ai de la chance d'avoir d'avoir de la famille qui s'y connaît un petit peu, donc en fait, ouais, des proches. Donc je pense que si je devais me faire accompagner, je compterais aussi sur mes proches. Même si je pense qu'un professionnel ça pourrait être quand même bien. Encore une fois, j'y connais vraiment rien et je pense que j'ai vraiment besoin d'une forme d'expertise là-dessus. Mais ouais, j'ai de la chance d'avoir des proches qui s'y connaissent au moins côté travaux et du coup, je fais jamais de visite seule par exemple. Je fais toujours avec un proche à moi pour voir des choses que je vois pas. Parce qu'en fait, moi, le bien, je vais y aller au coup de cœur. Enfin, je vais y aller avec mon feeling, quoi. Mais par contre, tout le côté travaux, le côté isolation, tous ces trucs-là, je ne vais pas forcément comprendre tout ça ou voir certaines choses, quoi. Donc en général, je vais avec un proche. Ouais, merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. C'était intéressant d'avoir un peu ton avis. De potentiels futurs clients peut-être. Peut-être un jour. Un conseil que je donnerais aux investisseurs, c'est qu'on apprend avec chaque opération. C'est un peu comme la maison principale, la première n'est jamais la bonne. Quand on fait une première fois quelque chose, eh bien, avec le temps, on va analyser, on va voir peut-être qu'on passe trop de temps, pas assez, qu'on l'aurait vu différemment. Donc, ne vous trompez pas, faire un premier investissement, on peut faire un petit appartement, un petit collectif. N'utilisez pas 100% de votre capacité. Commencez par un, apprenons à marcher avant de courir. Et après coup, vous verrez finalement ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu. Et vous allez pouvoir réitérer. Et je suis sûr que n'importe quel investisseur, au bout du 10e investissement, on ne fait pas le même investissement au bout du 10e que le premier. Parce que le premier, on s'est lancé. Le plus dur, c'est de se lancer. Donc je vous conseille vraiment d'en faire un, de vous lancer. Et vous verrez qu'avec le temps, vous allez faire évoluer votre investissement parfait. Bon, ça y est, on vient de terminer la journée. Bon, on est changé, lavé. Première journée costaud, je pense. Je peux parler pour nous, là, du coup. T'es d'accord, Cassou? C'est quand même top, je trouve, parce que ça me rappelle beaucoup les animations qu'on fait dans la franchise, d'aller sur le terrain avec eux, de voir ce qu'ils font, de voir les résultats. On a quand même expliqué pas mal de choses sur le démarrage des projets, sur la division, les études de marché. C'est pas des choses peut-être très passionnantes, mais c'est, je crois, le point primordial avant d'investir. Après, je vais laisser mes compères parler un petit peu. Et ça a permis de parcourir à la fois les aspects de préparation, d'optimisation de l'espace, de parler de technique, de revoir les équipes. On parle beaucoup de chiffres, d'investissement, etc. Ça remet aussi de l'humain, parce que là, on a passé du temps en local, avec des équipes en local qui appliquent le process de tous les jours. Et entre les formations distancielles, les calls one-to-one, le gros accompagnement qu'on fait avec eux déjà toutes les semaines, tous les mois, tous les ans, de venir sur le terrain, passer des moments avec eux privilégiés, c'est bien parce que ça remet de l'humain dans cet environnement dans lequel on évolue, où c'est des travaux, des chiffres, de la rentabilité, des gnéniens, des machins. Super important, mais
Ça remet de l'humain au milieu, c'est pas mal. Je pense aussi qu'ils trouvent ça drôle qu'on soit en camping-car quand même. Parce que Oui. là, les gars, on est sur la route de La Rochelle. Il est 21h50. Bon, on est tous lavés. Franchement, on a tenu les timings. Mais demain matin, on va se réveiller à La Rochelle et on refait le réédit. Et après, on se réveille à Dax. Après, on se réveille à Aix. C'est plutôt cool le petit Tour de France. Après, est-ce qu'on va bien dormir? Moi, c'est la vraie question que je me pose. Est-ce qu'on va réussir à dormir dans ce truc? Ça va être l'aventure. Ça, c'est le premier test. Bon, en tout cas, on va passer 8 heures dans le camping-car. Donc rendez-vous dans 8 heures parce qu'on sera à La Rochelle. Dans quel état? Dans quel état, on ne sait pas. Pensez à vous abonner, à suivre. Il va y avoir 2 épisodes par semaine, tout l'été. Donc prenez l'habitude et suivez nos aventures dans le Van Tour. Et demain, on fait ça au réveil. Top, pas si vite. Si tu veux suivre la suite de l'aventure, il va falloir s'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes qui sortent d'ici quelques jours. Mais bon, comme on est sympa, voici quelques extraits. L'inspection du travail ici, ils sont passés 32 400 € de coût sur 750 000 € de travaux. Vous trouvez ça injuste ou pas? Ouais, bah quand on démarre, ouais, ça pique. C'est simple, si on n'avait pas eu de salariés, on aurait fermé la boîte. Un coup comme ça te plombe. Ouais, c'est tellement coûteux et on reçoit tout le temps des courriers. Quand on pense enfin que c'est fini, il y a encore autre chose. On n'est pas spécialement sorti d'affaires. Après, on répond à toutes les questions une par une quand elles arrivent. C'est pas payé pendant 5 mois. On passe pas le même Noël. On passe pas le même Noël. C'est un ancien hôtel, on va y créer 18 logements. Un petit cadre bucolique, on va voir un immeuble de 6 appartements. 18 tout à l'heure, 15 là. Finalement, ici, c'est un petit projet pour vous. Il y a un nombre fou d'appartements et pourtant 0 mètre carré de commun. Aujourd'hui, il faut densifier si on veut chercher de la rentabilité. N'oublie pas de liker, partager, commenter et on se retrouve très bientôt. Va falloir être patient.